Franchement, j'ai mal pour le Maroc. Ce pays a sorti une génération de joueurs hallucinants. Des mecs vraiment au-dessus du lot. Et le drame pour eux, c'est qu'ils tombent encore et encore sur cette rance-là. Cette équipe de France avec, dans ses rangs, peut-être le meilleur joueur de Coupe du Monde de tous les temps. Il y a tellement à dire là-dessus. Ce Maroc, s'il n'avait pas croisé la route des Bleus au Qatar, puis à nouveau ici aux États-Unis, qui sait jusqu'où cette génération serait allée. C'est un groupe de joueurs extraordinaire. Le problème, c'est le timing. Il tombe au moment précis où la France vit un âge d'or. Et je pèse mes mots quand je parle d'âge d'or. Le Brésil de 2002, c'était générationnel. L'Espagne de 2010, générationnel. Et là, j'ai l'impression qu'on tient une nouvelle équipe de cette trempe. À une époque où le foot est devenu ultra tactique, verrouillé, où plus personne ne prend de risques, cette France a 4 ou 5 joueurs capables de dribbler comme le Brésil de 2002. Ils tirent de loin, ils dominent la possession. Et en plus de tout ça, ils ont sans doute le meilleur joueur de Coupe du Monde de l'histoire. Les gens n'osent pas le dire à voix haute, parce que dès qu'on parle du GOAT, le débat devient explosif. Mais pour moi, franchement, Mbappé est le meilleur performeur en Coupe du Monde que j'ai jamais vu. Et il est loin, très loin d'avoir terminé sa carrière internationale. Je n'ai jamais vu un joueur transformer à ce point son niveau dès qu'il enfile le maillot bleu. Chaque tournoi, chaque match, il vous explose la tête avec ce qu'il fait sur un terrain de Coupe du Monde. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur son passage au Real, sur ses saisons au PSG, peu importe. Quand il porte ce maillot frappé du coq, c'est un autre joueur. Littéralement un des plus grands footballeurs qu'on ait vu de notre vivant une fois en sélection. Honnêtement, s'il n'avait joué que pour la France, sans jamais passer par le PSG ni par Madrid, ce mec avait le potentiel d'être considéré tout court comme le meilleur joueur de l'histoire. Parce que c'est ce niveau-là qu'il affiche en bleu. Il est injouable, il est increvable. Il rate un penalty, il se relève et il en remet une 2 minutes plus tard depuis l'extérieur de la surface. Rien ne l'arrête quand il joue pour son pays. Et personne ne peut me contredire là-dessus. Vous pouvez penser que Messi est le meilleur joueur de l'histoire, aucun souci avec ça. Mais Messi n'est pas meilleur que Mbappé en Coupe du Monde. C'est Mbappé le patron de cette compétition. Un point c'est tout. Et oui, je sais que certains vont me dire que j'exagère. Non, je n'exagère pas. Regardez ce qu'il a montré, encore jeune, au PSG, aux côtés de Jude, de Vinicius, de Valverde, en sélection espoir de talent européen. À chaque fois qu'on le voyait à côté de joueurs de ce calibre, on se disait que ça allait être injouable. Malheureusement, ça n'a pas toujours pris. L'alchimie n'était pas là. Mais avec la France, c'est différent. Regardez cette équipe. Personne ne réclame le ballon. Tout le monde est prêt à sacrifier sa propre stat pour le collectif. Je vais vous donner un exemple concret. Un milieu récupère le ballon et avance. Sur sa gauche, Mbappé, complètement démarqué, une passe toute simple à donner. Sur sa droite, Dembélé. Derrière lui, un autre attaquant en soutien. Résultat, il ne donne le ballon à personne. Il fonce sur le défenseur, il accélère, il tire, ça sort. Et vous savez ce que font les autres joueurs? Ils applaudissent. Personne ne râle. Tout le monde valide le choix. Ça m'a marqué. Ce sont des stars qui ne réclament jamais le ballon. Des stars qui s'apprécient vraiment entre elles. Et surtout, des stars réunies pour une seule mission, faire gagner la France. Pas pour que Mbappé batte un record de buts, pas pour que Dembélé décroche un ballon d'or supplémentaire. Ils sont là pour un seul objectif commun, et ça se voit dans leur manière de jouer. Et c'est ça qui rend cette génération si spéciale, dans une époque où toutes les équipes grillent leurs 5 remplacements avant la fin. J'ai regardé cette équipe de France, on arrive à la 78e minute contre le Maroc, et il n'avait fait que 2 changements. Le seul remplacement supplémentaire, c'était parce que Mbappé lui-même avait demandé à sortir, la jambe douloureuse. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? La France n'a même pas marqué avant la deuxième moitié de la rencontre, et pourtant, en seconde période, ils n'ont utilisé que 2 changements sur 5 possibles. Cette équipe n'a même pas besoin de faire tourner, c'est le niveau de forme physique qu'ils affichent. Ils sont à leur pic. Cette équipe, c'est littéralement le boss final du jeu. Et attention, il se peut très bien qu'ils ne remportent pas le trophée. Ils peuvent tomber contre l'Argentine, contre l'Espagne, contre n'importe qui. Peu importe le résultat final en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en regardant cette équipe jouer, c'est presque injuste pour les autres. Il n'existe aucun effectif, surtout offensivement, qui rivalise avec ce que la France propose, et surtout avec ce que Mbappé apporte en Coupe du Monde. Regardez le but de Dembélé contre le Maroc. Il récupère le ballon au milieu, il avance balle au pied, et il envoie une frappe imparable dans la lucarne, sans avoir eu besoin de faire une seule passe. Voilà ce que cette équipe vous offre. La percussion, le centre, le but, tout dans le même geste. Ils ont tout dans leur besace. Pour moi, honnêtement, c'est un des 3 meilleurs collectifs nationaux que j'ai vus de ma vie. Mais évidemment, pour rentrer définitivement dans ce classement, il faut gagner le trophée. C'est le seul bémol. Est-ce qu'ils vont soulever la coupe? Je n'en sais rien. L'Espagne s'annonce comme un obstacle sérieux s'ils passent la Belgique. Mais moi, j'y crois. Je pense sincèrement que cette équipe de France peut aller au bout, parce qu'ils ont éliminé le Maroc avec une facilité déconcertante. Et attention, ne vous méprenez pas sur le niveau marocain. Si vous pensez que le Maroc était une simple formalité, c'est que vous ne suivez pas vraiment le football. C'est une équipe extraordinaire, du gardien jusqu'à l'attaque, bien organisée, disciplinée tactiquement, avec un style de jeu séduisant, un arrière-droit exceptionnel, un entrejeu solide, et la France les a quand même battus avec seulement 10 minutes vraiment décisives
dans tout le match. Cette équipe de France est un plaisir permanent à regarder. Vraiment. Et avec l'arrivée de Zidane sur le banc prochainement, je me demande même s'il pourra encore améliorer un collectif qui tourne déjà à un niveau aussi impressionnant. C'est mon avis, hein, je sais que je suis très élogieux là. Il n'y a pas beaucoup d'équipes capables d'éliminer cette France-là, selon moi. L'Espagne en fait partie, parce qu'ils savent garder le ballon loin des attaquants français. Mais dès que Mbappé et ses coéquipiers récupèrent le cuir et se mettent à courir vers le but, je ne suis pas certain que les latéraux espagnols puissent suivre ce rythme. On aura l'occasion d'en reparler s'ils passent la Belgique, parce que les Diables Rouges ont clairement les moyens de les sortir. Parlons du pénalty raté de Mbappé, parce que je pense sincèrement que l'arbitrage a mal géré la situation. D'abord, la faute sifflée était limite, très généreuse. Mais surtout, l'arbitre aurait dû garder le ballon jusqu'à la fin de la vérification vidéo. Laisser le joueur poser le ballon, se placer sur le point de pénalty et attendre là pendant 3 minutes en n'arrêtant pas d'ajuster le ballon, ça mène droit à l'échec. Le joueur se retrouve seul avec sa tête, il demande lui-même à l'arbitre d'accélérer. À ce stade-là, mentalement, c'est déjà fini pour lui. Je sais que tirer un pénalty paraît simple depuis le canapé. Ceux qui ne suivent pas vraiment le foot vont dire « c'est facile, il suffit de taper dans le ballon ». Mais une fois là-bas, c'est une autre histoire. Le but rétrécit à vue d'œil. Il y a un gardien immense en face de vous. Le mental joue à fond. Il fait chaud, vous transpirez, le stress monte, le public hurle. Et là, on vous fait mariner 3 minutes devant l'arbitre avant de vous laisser tirer. Mbappé était condamné à rater dans ces conditions. Je pense sincèrement que la FIFA devrait instaurer une règle où l'arbitre garde le ballon jusqu'à la décision finale, justement pour éviter ce genre de situation où le joueur poireaute trop longtemps sur le point de pénalty. Rappelez-vous du match contre la Croatie. Cristiano Ronaldo, lui, restait volontairement loin de la surface et c'est Ruben Dias qui allait le chercher au dernier moment pour l'emmener tirer. Il évitait volontairement toute cette attente. C'est exactement ce que Mbappé aurait dû faire. Rester loin de la zone jusqu'à ce que tout soit validé, puis s'avancer à la toute dernière seconde pour éviter que le gardien lui parle dans la tête pendant tout ce temps. Je sais que je dis des choses qui font débat dans cette analyse parce que beaucoup vont me répondre « Si Messi est le meilleur de tous les temps, comment peux-tu dire que ce n'est pas lui le meilleur dans cette compétition précise ?» Et c'est là que je nuance. Messi peut très bien être le meilleur joueur de l'histoire du football. Ça n'enlève rien à certaines vérités propres à chaque joueur. Cristiano Ronaldo, par exemple, n'a jamais vraiment brillé de la même façon en Ligue des Champions, comme on pourrait s'y attendre. Allez demander aux plus anciens qui suivent le foot depuis longtemps. Et Mbappé, disons-le clairement, n'a pas non plus le même standing en Coupe du Monde que Messi possède ailleurs. Non, en fait, c'est l'inverse. Mbappé domine littéralement cette compétition. Messi reste peut-être monsieur football au sens large, très bien, mais il existe des joueurs faits pour des compétitions précises, et c'est un fait indiscutable, Mbappé, c'est monsieur Coupe du Monde. Ce type est différent dès qu'il joue ce tournoi, c'est un monstre, et le plus fou dans tout ça, c'est qu'il n'a que 27 ans, avec déjà ce total de buts marqués en Coupe du Monde. Il a potentiellement 2, voire 3 éditions encore devant lui. La prochaine, il aura environ 31 ans, et s'il tient jusqu'à 35 ou 36 ans, on parle possiblement de 2 Coupes du Monde supplémentaires. C'est juste hallucinant d'avoir déjà un tel total de buts à cet âge. Encore une fois, j'ai vraiment de la peine pour le Maroc. Cette génération est phénoménale, mais elle tombe malheureusement sur son chemin, un peu comme certaines équipes qui croisaient l'Espagne en 2010. Ce n'est pas juste, mais le foot est ainsi fait. Peu importe la génération que vous sortez, peu importe la qualité de votre effectif, certaines équipes changent littéralement le visage du football à leur époque. Et cette France en fait partie aujourd'hui. Comme l'Espagne de 2010, comme le Brésil de 2002, ce sont des équipes qui marquent une génération entière. Et ce qui rend leur football si beau, c'est que dans une époque où 11 joueurs adverses se replient tous derrière le ballon pour défendre à tout prix, cette France arrive quand même à marquer depuis l'extérieur de la surface, à dribbler un adversaire en 1 contre 1, à prouver au monde entier que le beau jeu reste possible, même face à un bloc totalement fermé. C'est magnifique à regarder, franchement. Voilà, c'était mon ressenti sur ce match aujourd'hui. Je suis complètement soufflé par cette équipe de France. Pour moi, ils font partie du top 3 des meilleures sélections nationales que j'ai jamais vu jouer, même si l'Italie et l'Allemagne ont eu elles aussi de très grandes équipes par le passé. Mais si vous mettez cette France face à n'importe quel autre collectif historique, je pense honnêtement qu'il s'en sortirait. Cette équipe est impressionnante. Merci à tous d'avoir suivi cette analyse et on se retrouve pour la suite de la compétition.